Bonjour, je suis Mazouté Mgoy, je suis cardiologue à Châteauroux. J'ai l'immense plaisir d'accueillir le professeur Gilles Baronne-Rochette, qui est cardiologue au CHU de Grenoble. Bonjour, professeur. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'amylose à transthyrétine. Donc, je pense que c'est actuellement, on va dire, tout ce qui est la grande nouveauté. Enfin, grande nouveauté, mais c'est vraiment ce sur quoi on s'appesantit aujourd'hui en termes d'amylose. Donc, amylose à transthyrétine, du diagnostic précoce à tout ce qui est nouvelle perspective thérapeutique. La première question, c'est, je voulais savoir, quel est ton sentiment sur l'évolution, les progrès diagnostiques de l'amylose à transthyrétine? C'est vrai que c'est une pathologie qu'on parle de plus en plus. Effectivement, elle est liée particulièrement au vieillissement et on a effectivement dans nos structures de plus en plus de patients âgés. Effectivement, l'évolution est incroyable avec des thérapeutiques multiples. Pour l'instant, il n'y en a qu'une qui est remboursée, mais on sait qu'il y en a plusieurs qui sont en train d'arriver sur le marché et avec des modes d'action complètement différents. Donc, c'est vraiment des progrès très importants au niveau pharmacologique finalement, et donc nous aussi au niveau de notre prise en charge, on essaye de progresser, notamment sur le diagnostic précoce, puisque plus on va faire un diagnostic précoce, plus le patient finalement va en bénéficier. Finalement on est assez surpris par la fréquence quand on la cherche, on en trouve, et l'efficacité des thérapeutiques est quand même importante, alors que les thérapeutiques habituelles de l'insuffisance cardiaque notamment marchent pas bien sur ce genre de patient. Donc il y a vraiment un engouement et qui est naturel puisque c'est une maladie fréquente et avec des thérapeutiques actives. D'accord. Alors, effectivement, là, quand on cherche, on trouve, effectivement, vous avez le RAC, vous avez des situations comme ça où l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, où il y a un certain pourcentage, je crois que c'est 7-10% des patients qui finalement ont retrouvé l'amylose à transthyrétine. Est-ce que vous avez un phénotype de patient chez qui vous réussississez chez qui vous démarrez rapidement la recherche de l'amylose à transthyrétine? Alors, on sait, vous avez cité effectivement ce pourcentage, c'est une équipe espagnole qui avait fait de manière systématique toute insuffisance cardiaque, donc hospitalisée pour insuffisance cardiaque, on faisait une scintillée du phosphonate, il y avait une épaisseur à plus de 12 au niveau millimètres au niveau de l'écho, et c'est de là d'où viennent un peu les red flag écho. Et bien finalement on trouvait à peu près 16% de patients qui avaient, et finalement il n'y avait pas tant de signes cliniques que ça. Donc je dirais qu'effectivement il y a le patient qu'on voit, c'est-à-dire le canal carpien, âgé, le microvoltage, la macroglossie, puis après cet aspect très brillant du cœur qui va finalement attirer l'œil. Mais au final, ça, il faut absolument pas les louper, mais il y en a plein d'autres, c'est moins dit. Voilà, le patient par exemple où c'est un peu plus difficile, par exemple, qui va mal réagir au traitement de l'insuffisance cardiaque, revenir pour hospitalisation alors qu'on lui a mis des SGLT2, on l'a diurétiqué, qu'on a à peu près fait ce qu'il fallait, et il revient très vite, les BNP montent, etc. C'est peut-être, on essaye d'être le plus systématique possible, mais en fait, c'est vrai que ce sont des patients âgés, donc comorbides, donc des fois on est plutôt focalisé sur les comorbidités, et au final on oublie, mais je pense qu'il faudrait quand même, par exemple, une épaisseur à plus de 12 qui arrive assez rapidement en écho, de l'insuffisance cardiaque, de la vraie insuffisance cardiaque, fraction préservée, patient âgé, ça peut tout à fait être quelque chose qui peut rentrer dans l'amylose. D'accord. Et juste une petite parenthèse par rapport à l'hypertension artérielle, c'est le cut-off de 12, il reste ou alors on devrait avoir un cut-off plus élevé dans ces situations-là? Alors, petite chose qui peut aider quand même, maintenant c'est embarqué sur tous les appareils, c'est vrai que l'apical steering, c'est quand même quelque chose qui est pas mal, c'est pas parfait, aucun marqueur n'est parfait, mais c'est plutôt finalement l'élément. Après, ce qu'on voit, c'est que finalement c'est une pathologie qui est fréquente, qui est quand même pas négligeable, et l'efficacité thérapeutique est importante. Donc je dirais que finalement il faut essayer de dépister le plus de patients. Et c'est vrai que s'arrêter à l'HTA en disant bon, il y a une HTA, il est hypertrophique, je vais pas plus loin. Bon, des fois, alors peut-être que l'évolution clinique péjorative, parce que souvent on nous dit que l'accès, alors nous on est en CHU, donc on a très facilement accès à la scintillation du phosphonate, etc. Et puis il y a d'autres personnes qui nous disent qu'ils sont assez éloignées, et pour demander l'examen, le patient qui est âgé, qui doit aller loin, c'est des fois plus difficile. Donc je dirais que peut-être se concentrer sur quelques éléments, mais surtout une mauvaise évolution clinique, c'est-à-dire patient qui évolue pas comme il devrait évoluer au niveau de l'insuffisance cardiaque, et puis quelques éléments. Il y aura jamais
tout le cas historique avec tous les éléments, mais voilà, être assez vigilant sur ça. D'accord. Est-ce que l'intelligence artificielle, puisque là on en parle tout le temps, ça nous aide dans ce diagnostic précoce de l'amyloïdose transférétine? Alors nous, on nous a demandé de travailler dessus parce qu'on a plusieurs projets d'intelligence artificielle, mais on peut pas tout faire. Effectivement, probablement que on peut faire apprendre en ayant plusieurs patients qui ont une amylose, notamment sur l'imagerie ou sur l'électro. Finalement, si on lui a beaucoup de data, finalement, on peut faire apprendre à l'intelligence artificielle à reconnaître les éléments. Et c'est une aide. C'est possible. Pour l'instant, on n'a pas ces outils. Ils peuvent arriver par les industriels parce que finalement, ils ont des forces de frappe plus importantes. Ils ont des hôpitaux qui servent à récupérer des données et des hôpitaux qui servent à analyser leur logiciel. Donc c'est vrai que ceux qui font l'écho, par exemple, ont peut-être déjà des choses bien avancées. Voilà. Après, il peut y avoir ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire plusieurs éléments dans le dossier qui sont associés avec un taux de BNP, etc. Peuvent éléments. Pour l'instant, on n'a pas. Ça peut tout à fait aider. Et en fait, l'IA, ça permet de rendre un peu plus expert le moins expert. C'est ça, quand l'algorithme est bien fait, c'est un outil qui monte le niveau parce qu'il a appris, on connaît tous ces démonstrations avec les photos des névus et qu'ils font un diagnostic de mélanome aussi bien qu'un expert parce que l'algorithme d'IA a appris des millions de fois et donc il a l'expérience d'un expert. Donc effectivement, c'est peut-être un bon outil. Mais pour l'instant, ils sont pas encore disponibles. Encore disponibles, ok, d'accord. Et s'agissant des modalités thérapeutiques, qu'est-ce qu'on a de disponible, actualisé, et quelles sont les éventuelles perspectives? Ouais. Alors, on a actuellement le tafamidis, donc le Vyndaqel, qui est finalement une molécule qu'on a depuis longtemps, qui vaut cher, hein, c'est 7 000 € par mois, en sachant que c'était très efficace avec des études qui ont montré leur efficacité. C'est un stabiliseur. On a déjà quelque chose d'autre, mais avec une disponibilité très particulière, qui est le patisiran. Quand on a un échappement thérapeutique au tafamidis et qui a des critères un petit peu particuliers, imagerie, évolutivité clinique et biomarqueurs. Et il y a une RCP, enfin plusieurs possibilités d'RCP nationales qui vont pouvoir valider ça. C'est des injections IV qui remuent un peu. Nous, on a appris des neurologues qui connaissent cette molécule, donc il faut des antihistaminiques, des paracétamol, etc. Donc pour un patient âgé, voilà. Donc mais ça, c'est déjà possible. Voilà. Tout le reste, en fait, est en train d'arriver, notamment l'inclisiran, qui est une molécule interférent, un ARN interférent, qui est injecté en sous-cutané, donc beaucoup mieux toléré et qui a une demi-vie beaucoup plus longue. Donc ça, c'est la voie des interférences, ça bloque le foie et il n'y a plus de transférétine qui est fait. Après, il y a les stabilisateurs avec l'acoramyris qui va arriver, qui est être un peu la même famille que le tafamidis, mais qui est un petit peu plus stabiliseur, ou du moins qui stabilise de manière différente. Puis il y a une autre voie aussi qui est encore en train d'arriver, où il y a des études, mais elle n'est pas encore du tout là, c'est les extracteurs, c'est les anticorps monoclonaux qui vont enlever la transférétine qui est déjà dans le muscle, notamment le cardiaque, avec une belle publication qui montre qu'avec de l'IRM, avec l'ECV, la matrice extracellulaire, qui est un marqueur assez bien établi de la matrice extracellulaire cardiaque, plus la captation du phosphonate, eh bien, baseline et évolution sous traitement, diminution de la captation. Donc on voit arriver plusieurs thérapeutiques et plusieurs voies d'attaque. Donc probablement, on commence déjà à en parler et certains en parlent, c'est-à-dire que je ne pense pas avec les problèmes économiques actuels qu'on va tout déployer à tout le monde. Donc probablement qu'il va falloir qu'on se mette d'accord, ou du moins qu'il y ait des études, ou alors des marqueurs biologiques ou d'imagerie d'évolutive qui nous disent, bon ben lui, ce patient, on arrive à tel moment de la maladie, il faut mieux épurer, ou alors il est très jeune, il est par exemple une mutation ou quelqu'un qui est avant 50 ans, 60 ans avec la forme neuro. Ça va dire que c'est intriqué avec la neurologie peut-être, mais là ce sera probablement les interférents pour bloquer la sécrétion. Mais pour l'instant on n'en sait rien. Pour l'instant les molécules se développent indépendamment et on sent bien qu'au niveau du prix, il va avoir des choix à faire. D'accord. Il y avait l'étude Helios B, je crois qu'on en parlait à un moment donné. Oui. C'est quelques mots dessus peut-être. Du coup, un succès. Donc la particularité, c'est quand même que les gens étaient sous tafamidis. Donc il y avait un sous-groupe où il y avait les deux, donc un bénéfice. Une molécule qui était d'abord développée au niveau neurologique, et puis finalement après la partie cardiaque qui semblait évidente
mais il fallait encore la démontrer, avec notamment l'hypertrophie ventriculaire, et donc un effet bénéfique avec le vétricirant du coup. Et donc il y a l'incrucirant après qui arrive, qui est encore à chaque fois ils améliorent leur matrice et finalement c'est la demi-vie. C'est-à-dire une injection tous les 6 mois, peut-être qu'un jour on sera à 1 an, ou une injection peut-être une seule fois. Il y a des molécules qui sont développées, qui ne sont pas tout à fait des interférents, mais qui sont des molécules qui vont juste à côté du génome, ou les CRISPR. Voilà, il y a quand même des nouvelles choses qui sont incroyablement intéressantes. D'accord, super. Merci beaucoup. Juste une dernière question, mais en pratique, c'est vrai qu'il y a des patients il y a des centres où à partir d'un certain âge, ils ne débutent pas le traitement. Je ne sais pas, dans votre pratique, comment vous faites avec ces patients âgés? Alors, c'est une très très bonne question. Premier élément, effectivement, nous on a été surpris par l'amélioration de la qualité, de l'état général du patient. Donc finalement, quand on était sur un patient qui était assez fatigué, mais finalement pas moribond, finalement on avait tendance à le faire un peu au feeling, et c'était un peu cardiologue dépendant. Depuis quelques temps, vu que l'amylose, nous on avait fait on a toujours une étude en fait sur des analyses pronostiques multifactorielles, imagerie et d'autres choses. Et dans toutes ces autres choses, il y a la gériatrie, puisque en fait ils ont une science qu'on maîtrise pas, avec des tests, le test de l'horloge ou je ne sais quoi, etc. Donc du coup on a une gériatre maintenant dans l'équipe. Et on s'aide d'elle. Et en fait, c'est une gériatre qui travaille dans la cardio, parce que souvent, on avait comme arrière-pensée finalement que les gériatres disaient jamais non, par exemple pour l'état vie. Finalement, on mettait toujours notre procédure. Donc, là, elle est avec nous, elle voit quand même le profil patient, etc. Donc, on s'aide beaucoup de son avis. Et c'est un peu comme ça que voilà. Et du coup, on n'a pas trop de limite d'âge. C'est l'âge physiologique qui est évalué plutôt par. Donc, on a appris que, par exemple, interroger au-delà de l'hôpital, c'est-à-dire l'entourage, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, 15 jours avant l'hospitalisation et pas tout est évalué. Donc, c'est des petites choses de gériatrie qu'on a appris après. On n'est pas du tout gériatre, on n'est pas du tout spécialisé, mais voilà. Donc, je dirais l'âge physiologique, et puis si des difficultés, voir avec les gériatres, mais c'est cher et les patients âgés, mais finalement, quand on a 80 ans, on peut avoir 10 ans d'espérance de vie. Donc, si on fait 10 ans de réhospitalisation tous les 6 mois ou tous les mois, des fois, pour insuffisance cardiaque, on va coûter très cher à la société, c'est pas très agréable pour le patient. Okay. Merci professeur. Merci beaucoup.